Rapport d'enquête sur la disparition du professeur Tournesol. Contacté le vendredi 30 septembre par le lycée 12 France, nous nous rendons sur place afin d'enquêter sur une intrusion et la possible disparition d'un enseignant. En effet, le professeur Tournesol ne s'est pas présenté à son poste ce matin. Dans son laboratoire, nous retrouvons ses effets personnels, un certain nombre d'indices et nous recueillons les dépositions de son entourage professionnel. Il en ressort que le professeur Tournesol, plutôt introverti, modérément apprécié de ses collègues et élèves, semble très investi dans des recherches non scolaires. Pour preuve, la déclaration du proviseur concernant l'achat d'un microscope électronique et l'utilisation des locaux hors des horaires scolaires. L'examen du laboratoire montre que le professeur Tournesol a mené de nombreuses expériences et qu'il est parti, volontairement ou non, en laissant toutes ses affaires en plan. Nous recueillons donc sur place tous les indices que nous confions pour analyse au labo de la police scientifique. Celle-ci révèle que le sang trouvé sur la paillasse n'est pas humain, que celui trouvé sur la blouse appartient, probablement, à Tournesol, et le sang sur la scie, retrouvé sous le casier, pourrait appartenir au proviseur Courfin ou au laborantin M. Garot. J'émets l'hypothèse que ce morceau de scie taché date de la tentative d'effraction du casier de M. Tournesol, signalé plus tôt dans le mois. Quant aux poils analysés, il s'agit de poils de chien, de lapin et de cheveux humains. Madame Richard, professeure de SVT ayant alerté la première sur l'incident, a spontanément évoqué son adorable animal de compagnie, le lapin cactus, et sa complicité avec M. Tournesol lors de son audition. Je note qu'elle fut aussi la première à signaler la tentative d'effraction du casier. Est-elle simplement matinale ou cache-t-elle son rôle dans cette série d'événements ? L'expertise des documents retrouvés a démontré la responsabilité de mademoiselle Lejeune pour ce qui concerne la lettre de menace. Il faudra donc explorer ses motivations. En ce qui concerne la clé USB, elle a nécessité un décryptage. Il semble que les recherches du professeur exigeaient le secret et qu'il enquêtait conjointement avec une journaliste du Monde sur le groupe Sanofi. Cela éclaire différemment la personnalité du professeur Tournesol et explique probablement la tentative d'effraction de son casier. Ces documents mentionnent aussi le lien entre M. Garot et la société Sanofi. Question: quel rôle joue M. Garot? Assistant? Espion? Responsable de la disparition de M. Tournesol? L'audition des amis du professeur apporte quelques éléments. M. Bonnet confirme l'intention du professeur de retourner travailler après leur dîner du 29 et évoque le château Pétrus que son ami a apporté. Il y avait-il une occasion à célébrer avec un vin aussi cher? Ils sont restés environ 3 heures ensemble. Si le professeur ne parle jamais de son travail, de quoi parlait-il? De l'enquête secrète? Un point éclairci, les poils de chien sont ceux de Rox, le chien de M. Bonnet. Je suis aussi surpris par la déclaration de Madame Feuillère, signalant la disparition de son amant dont elle n'aurait pas dû s'inquiéter avant le 5 octobre si je me fie à l'agenda du professeur. Que sait-elle? L'état du laboratoire, non rangé, les affaires personnelles abandonnées, tout évoque un départ précipité. Pourtant, aucune trace de violence. Quelques auditions supplémentaires sont à prévoir. L'audition complémentaire du proviseur Courfin révèle que celui-ci dispose d'un appartement de fonction au lycée où il vit avec sa famille. Bien qu'il puisse aller et venir librement dans l'établissement, à toute heure du jour ou de la nuit, il assure n'être pour rien dans la tentative d'effraction du casier du professeur Tournesol. À part la curiosité, quels pourraient être ses mobiles? L'audition complémentaire de M. Garot est riche d'enseignements. Il arrive un peu troublé, pensant n'avoir rien de plus à déclarer. Après quelques échanges, il admet que ses relations avec son supérieur n'étaient pas si bonnes et que son admiration se transformait parfois en colère face aux exigences du professeur. Il perd toute contenance lorsque nous le suspectons d'avoir forcé le casier, puis s'effondre en apprenant que M. Tournesol connaissait ses liens familiaux. Toutefois, il jure n'être pour rien dans sa disparition. Pour les besoins de l'enquête, je décide de le mettre en garde à vue et de demander un test ADN. Je rends une visite à Madame Feuillère, à qui je fais part de mes interrogations. Elle n'est pas surprise et me confie que son amant souffre souvent de maux de tête,
d'où la présence de paracétamol dans ses affaires, et, occasionnellement, de segments de nez. Ceci explique les taches de sang sur le col de la blouse. En ce qui concerne ses dépositions, elle m'explique que son ami, prudent, lui avait demandé de contacter la police s'il ne répondait pas au téléphone entre deux rendez-vous. Depuis peu, il avait modifié certaines de ses habitudes car il se sentait surveillé. Elle me fait alors la demande suivante. Avez-vous retrouvé des résultats d'analyse? Je réalise alors qu'elle détient plus d'informations sur les recherches en cours de son ami. Je lui demande alors si elle a entendu le nom de Madame Naudier. Perplexe, elle me dit que non. Puis me demande quel est le rapport avec la disparition de son ami. Je prends congé sans lui répondre. Je revois aussi Maître Bonnet afin d'explorer la teneur de leurs échanges le soir du 29 septembre. Je le questionne sur son exercice professionnel afin d'éliminer tout lien avec l'enquête. Il m'apprend que sa pratique concerne plutôt le droit familial que celui des affaires. Tout ce qui est en lien avec l'adoption en particulier. Rien à voir avec l'environnement, Me dit-il en souriant. Ce qui me permet d'enchaîner en le questionnant sur les recherches de son ami d'enfance. Il s'avère qu'il en connaissait la teneur. Nous avons fêté l'aboutissement de ces recherches avec le château Pétrus. Me précise-t-il. Et s'il n'en avait pas parlé lors de sa déposition, c'était par mesure de sécurité, car son ami exigeait le secret. Il me reste à revoir mademoiselle Lejeune. Je choisis de me rendre au domicile familial afin de rencontrer aussi ses parents. À mon arrivée, je suis reçue par la mère de famille qui s'excuse du comportement de sa fille qui, depuis le début de la rentrée, se plaint continuellement de son professeur, lequel devait les recevoir bientôt. Au cours de notre échange, j'apprends l'adoption de Virginie en 2009 et sa très bonne adaptation à sa nouvelle vie depuis. En effet, l'enfant parlait déjà très bien le français et semblait familiarisé avec les usages courants. D'après sa mère, elle avait eu la chance d'être dans un orphelinat proche d'un hôpital géré par une association française, ce qui avait facilité son adoption. Lorsqu'elle rentre du lycée, Virginie commence par s'agacer de ma présence, puis accepte de répondre à mes questions, en souhaitant le faire hors de la présence de sa mère. Malheureusement, mineure, je ne peux accéder à cette demande. Elle me déclare alors détester son professeur, trop exigeant comme elle l'avait déjà dit. Réellement? Au point de le menacer? Nous savons que c'est toi qui as écrit la lettre. N'y aurait-il pas une autre raison? Un lien avec ta vie d'avant peut-être. Je la quitte alors sur une nouvelle intuition. Un échange de mails avec Madame Naudier me confirme qu'elle a bien reçu l'ensemble des documents du professeur Tournesol dans la nuit du 29 au 30. L'article est prêt et paraîtra dans le numéro du 6 octobre. Cela fera du bruit, Me dit Madame Naudier, sans pour autant me livrer de détails afin de préserver son scoop. Peu à peu, les pièces se mettent en place, mais même si je ne sais pas encore ce qu'est devenu le professeur Tournesol. Conclusion de l'enquête. Ce jour, 6 octobre à 14 h, est venu se présenter spontanément au commissariat monsieur Arthur Tournesol, professeur au lycée 12 France. Il a déclaré avoir fui volontairement afin de se protéger, car il se sentait en danger depuis qu'il avait appris l'identité de son assistant. L'incident du casier l'ayant conforté dans l'importance de ses recherches, il voulait rester à l'abri jusqu'à la parution du fruit de son travail. Il témoigne avoir surpris une ombre dans les couloirs du lycée alors qu'il se préparait à rentrer chez lui. Craignant pour sa vie, il n'avait rien emporté et s'était réfugié chez sa collègue Madame Richard, sur laquelle il savait pouvoir compter. Grâce à sa collaboration, à son témoignage au matin du 30, l'enquête de la police contribuait à sa sécurité jusqu'à la parution de l'article, lequel l'assurait définitivement. Puisqu'il nous avait fait travailler, je lui fis part à mon tour du résultat de mon enquête. Je lui confirmai la responsabilité de M. Garot dans la tentative d'effraction de son casier, prouvée par la recherche ADN, et sa remise en liberté à l'issue de sa garde à vue faute de motifs suffisants. Quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre que ses relations difficiles avec mademoiselle Lejeune étaient liées à l'histoire de la jeune fille. En effet, celle-ci avait été très proche d'un jeune médecin français qui avait continué à la voir après l'avoir soignée pour une infection sévère. Dans son orphelinat, il représentait l'unique regard sur l'extérieur. Lorsque ce médecin fut rapatrié pour des raisons de santé, l'enfant de 8 ans qu'elle était s'était sentie abandonnée, trahie, d'où sa colère en le retrouvant devenu professeur de lycée. Difficile de la reconnaître. Adolescente, dotée d'un nouveau nom,
Arrivée en France par le biais de l'adoption, c'est elle qui a suivi le professeur dans le lycée, afin de le confronter avec son passé avant qu'il ne rencontre ses parents adoptifs. Cependant, en le voyant saigner du nez, elle s'est dissimulée dans l'ombre sans oser aller au bout de sa démarche. Pour autant, aucun lien avec l'activité de son ami, Maître Bonnet. Nous pouvons donc conclure l'enquête sur la disparition du professeur Tournesol.